Shalom Aleichem. Alors on a intitulé ce cours donc le pervers narcissique, un tueur de masse, et on va parler enfin de cette créature dont tout le monde parle, que tout le monde cherche à identifier, qui s'appelle le pervers narcissique. Je vous en donnais quelques définitions pour essayer de tracer un portrait assez simple. D'accord ? Le pervers narcissique masculin et la perverse narcissique féminine. D'accord ? On va aller sur les... Alors, le pervers narcissique, en général, d'abord, c'est un très très grand Baal Chesed. En règle générale, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de chesed. Il est assez généreux, il peut être... il est bon, il peut mettre... Évidemment, il est très séducteur. C'est en tout cas quelqu'un qui sait vous attirer dans ses filets. D'accord ? Il le fait parce qu'il veut vous attirer dans ses filets. Donc il donne, mais il s'en rend peut-être même pas compte lui-même au départ. Sauf si vraiment c'est un stratège qu'il a vraiment envie de complètement vous phagocyter. Mais disons que sa caractéristique, c'est d'abord de vous amener dans ses Arba Hamot, dans son précaré. Donc il va vous séduire, donc il va être en règle générale un grand Baal Chesed. Mais en même temps, si c'est vraiment quelqu'un de profondément malade, vous discernez tout de suite sa violence. Comment vous la décernez ? Vous la décernez par sa capacité à harceler. C'est quelqu'un qui donne, alors il peut vous harceler de mails, il peut vous harceler de coups de téléphone, il peut vous harceler de rencontres, il est là tout le temps, il vous veut pour lui, il vous veut avec lui, il veut vous capter, il veut vous prendre avec lui, il veut que vous compreniez à la fois sa grandeur, sa magnificence, et en même temps que vous ayez besoin de lui, et petit à petit en fait, ce qu'il a introduit, c'est une relation de dépendance. Alors effectivement, pour que cette relation de dépendance marche, il faut qu'il trouve des gens un peu faibles au départ. Hein. Donc il va trouver des gens qui sont des gens qui n'ont pas trop d'estime de soi, ou alors des gens qui sont très down à un moment donné sur le plan psychologique, qui se sentent pas bien, ou alors il va trouver des gens qui sont intrinsèquement en eux-mêmes des gens complexés, et donc ils sont là tout à fait heureux de trouver quelqu'un qui les écoute et qui en même temps leur fournit un cadre et en même temps donne. Mais assez rapidement, si la personne n'est pas encore trop malade, si elle est très malade dès le départ, il y a du harcèlement, une certaine forme de violence. Et assez rapidement va apparaître le dénigrement. Le dénigrement, c'est-à-dire cette espèce d'attitude qui consiste finalement à systématiquement dévaloriser ce que vous dites, ce que vous faites et ou ce que vous êtes. Un des trois ou les trois à la fois ou deux des trois. Ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous êtes. Très rapidement, le dénigrement arrive. Pourquoi ? Parce que le dénigrement, c'est l'arme qui permet d'asseoir l'autorité. Tu comprends rien, tu sais rien. Tu sais pas, t'es nul. Je vais t'expliquer. Donc c'est la personne qui va complètement vous écraser et qui va complètement nier votre identité. D'accord ? Et donc vous avez ce triptyque, d'accord ? Capter, séduire, donner, avec derrière cette idée de posséder, cette idée d'amener dans son précaré, et ensuite, après ça, d'introduire un rapport violent, un rapport de dénigrement. Alors, il y a aussi autre chose aussi qui s'installe chez le pervers narcissique, c'est la culpabilité. Cette capacité à vous culpabiliser. C'est-à-dire que si vous faites n'importe quoi ou si vous êtes n'importe quoi, vous allez vous tromper. Et donc, à un moment donné, si vous cherchez à vous éloigner ou si vous cherchez à vous révolter, parce que très vite, vous comprenez que vous avez affaire à quelqu'un qui veut vous détruire, en fait, qui veut vous phagocyter, comme on phagocyte, vous voyez, on prend, on avale, on ingère. Mais en fait, il veut vous détruire. Il veut pas vous laisser exister. Alors, vous allez commencer à bouger, à vous résister. Vous allez commencer à répondre. Eh bien, cette personne va tenter de vous culpabiliser. Et elle va dire, écoute, avec tout ce que je t'ai donné, avec tout ce que je fais pour toi, voilà, je suis là, je suis présent. Et donc elle va utiliser en fait sa capacité à donner, sa capacité à séduire, sa capacité à vous fédérer à lui finalement, comme une arme qui maintenant se retourne contre vous. Et cette arme, elle est terrible, parce que c'est l'arme de la culpabilité. Et la culpabilité, ça marche bien, c'est quelque chose qui marche très très bien, la culpabilité. Culpabiliser un individu, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que je t'ai donné, d'accord ? Avec tout ce que je t'ai permis, tout ce que je t'ai permis d'avoir, tout ce que je t'ai permis de comprendre, d'accord ? Grosso modo, vous avez ici l'architecture, d'accord ? Donc on a la séduction, par le chesed, par la bonté, par le don, par subjuguer l'individu, puis ensuite après vous avez donc ce deuxième temps qui est un temps de harcèlement, puis ensuite après vous avez le temps d'une certaine violence, puis ensuite après vous avez le temps du dénigrement, d'accord ? Donc on détruit l'identité de sa victime, et ensuite après on est dans
la culpabilité, on va culpabiliser. Alors ça, c'est en général ce qui se passe dans la perversion narcissique masculine, vis-à-vis d'une femme, mais également il y a une parentalité narcissique aussi qui existe. Mais même dans les communautés juives, dans nos chères communautés, il y a ce côté-là. Même ici en Israël, dans la politique israélienne, on retrouve cette notion de perversion narcissique. Par exemple, la gauche israélienne aujourd'hui dit mais nous on a fait le pays. Nous, on a fait le pays, c'est nous qui l'avons construit. On a construit le Mossad, on a construit l'armée, on a construit tout. C'est nous qui avons tout fait. Comme cette manifestante de gauche qui dit à une policière éthiopienne « Mon père est parti chercher ton père en Éthiopie. » Mais sous-entendu, aujourd'hui, tu dois être mon esclave. Tu dois accepter ma dictature, tu dois accepter que c'est moi qui domine le pays, tu dois accepter que ce pays est à moi et que j'ai le droit de réagir par la violence si jamais on veut changer les règles du jeu. Je suis le propriétaire du pays, je suis le blanc, celui qui pense, celui qui a des idées, celui qui sait ce qui est vrai, ce qui est bon. Je suis l'homme éclairé, la femme éclairée. Et donc toi le séfarade, toi le religieux, toi l'Éthiopien, tu es mon esclave. Tu resteras mon esclave. Voilà, tu dois rester à ta place, tu ne dois pas bouger. Si tu bouges, c'est que tu manques de reconnaissance pour tout ce que j'ai fait pour toi. On voit même ça, même dans le monde haredi, c'est la même chose. Combien de rabbinim ashkénazes ou de liturgiens disent mais nous on a sauvé le monde séfarade. Alors, puisqu'on l'a sauvé, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors maintenant, on peut les amener dans notre précaré, et puis là, ici, on va les culpabiliser d'être séfarades, on va les dévaloriser d'être séfarades, on va leur faire ressentir combien c'est bien pour eux de devenir ashkénazes. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui sont même culpabilisés d'une certaine manière de vivre leur référence, leur culture d'origine. Rav Ben Tzia Bashaoul disait si les parents d'un individu qui a fait tchouva avaient complètement squeezé leur tradition, il faut aller vers les grands-pères, et puis les grands-pères des grands-pères. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans le monde ashkénaze, ceux qui font tchouva, ils n'ont aucun problème à retourner à leurs origines, alors que chez les Sfaradim, pendant longtemps, ça a été le cas. Et il y a souvent dans l'autorité exercée par certains milieux ashkénazes, une part de perversion narcissique, où en fait on a amené des gens dans des yeshivot ashkénazes et on les culpabilise, et on les dévalorise, et on les dénigre d'être des Sfaradim. On les appelle des frinques. On leur dit minag, vos habitudes, guinom, c'est le même lettre, on les culpabilise. C'est de la perversion narcissique de masse. Alors vous avez également la parentalité narcissique. C'est les parents qui disent à l'enfant, avec tout ce que j'ai fait pour toi, on t'a tout donné. Donc maintenant, tu dois nous écouter. Donc il se mêle de son couple, il se mêle de son éducation, et puis à la fin, il se bagarre avec le gendre ou avec la belle-fille qui lui dit, attention, stop, c'est pas parce que vous avez mis cet enfant au monde que vous l'avez dit qu'il est à vous. Comme disait Rav Sitwig à Rav Shalom, il dit le rôle des parents, c'est d'entourer l'enfant de brachot, de l'éducation, des forces qu'il en est, et de l'aider à prendre son envol. Et à partir d'un moment, les parents comprennent que l'enfant, c'est un être complètement autonome. Il y a une parentalité qui ressort de la perversion narcissique, au sens où on considère que l'enfant il est à nous et qu'il doit se taire et qu'il doit absolument, on confond le kibbutz avaim et l'esclavagisme. Il doit me respecter, donc il doit se taire, il doit accepter tout, il doit être là, il doit être complètement couché, et finalement il n'a pas le droit d'exister. Ce genre d'enfant, garçon ou fille marié, a effectivement des difficultés d'existence et des difficultés dans son couple. Il y a également la perversion narcissique féminine. Alors celle est beaucoup plus subtile, parce qu'en fait, elle se résume en général à une autre pratique. Il y a toujours cette séduction, mais elle s'affirme en général par un dénigrement permanent et une culpabilisation permanente. C'est-à-dire, quand la personnalité féminine perverse narcissique, c'est une personnalité qui dénigre complètement le mari. Il n'a rien, il n'est rien, c'est un nul, c'est un zéro. Et il est toujours coupable. Et il n'y a aucune discussion, et c'est non négociable. Ça ne supporte aucune espèce de négociation. Très souvent, ce genre de femme amène son mari en thérapie, puis elle se retire très vite. Elle n'a rien à se reprocher, elle n'a pas à se remettre en cause, il est entièrement coupable, il est entièrement nul, et il est entièrement incapable. Et donc, avec le temps, se crée une espèce de difficulté chez le mari, qui en général est lui-même quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, toujours dans le rapport pervers narcissique, la victime est toujours quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même, qui n'est pas posé dans ses repères, qui n'est peut-être même pas construit. Et donc la personnalité perverse narcissique féminine va accentuer ce trait de caractère, elle va créer beaucoup de culpabilité, beaucoup de dénigrement, elle va accentuer le manque d'estime de soi chez le mari, et ça va se faire en général de manière assez subtile, sans violence physique, sans violence verbale, simplement parce que voilà, c'est un fait. Moi, je suis parfaite et toi, tu es nul. D'accord ?
Voilà, c'est, si vous voulez, les différents archétypes. Je vous invite à réécouter le cours plusieurs fois, mais vous verrez que cette histoire de perversion narcissique, elle est présente à tous les étages. La perversion narcissique, c'est un phénomène à la fois individuel, qui crée une catastrophe dans le couple. La parentalité narcissique, elle peut complètement anéantir des enfants. La perversion narcissique au niveau social, au niveau politique, comme on le voit aujourd'hui en Israël dans le comportement de la gauche israélienne et comme on le voit même dans nos milieux haridis, dans les comportements de certains groupes, c'est littéralement le cancer des relations de couple, familiales, des relations communautaires, des relations même à l'intérieur du peuple juif. Et c'est très intéressant parce que la Torah lutte contre la perversion narcissique. Si un père dit à son fils, par exemple, de transgresser Shabbat, le fils, il dit non. Il dit, toi et moi, on a un père qui est au ciel, qui est Hachem, et qui nous a dit à tous les deux de respecter le Shabbat. Ça n'est pas parce que tu es mon père que je t'appartiens. Non, tu es mon père, c'est que tu t'inscris dans une chaîne. Toi-même, tu as un père. Et ce père a un père qui a un père qui a un père jusqu'à Adam Arishon, jusqu'au premier homme, qui lui avait un père en direct, en quelque sorte, son créateur qui est Hachem. En fait, depuis cette origine-là, on a tous un père au-dessus de nous. Donc en fait, l'enfant n'appartient pas aux parents. La mitzvah de Kibboud Avaim, par exemple, eh bien, si on l'applique correctement, elle lutte contre la perversion narcissique parentale. L'enfant n'est pas la propriété des parents. C'est un réceptacle, c'est une neshama, c'est un réceptacle qui va recevoir ce que les parents ont à donner, à transmettre, parce que précisément, ils vont faire un certain travail sur eux-mêmes. Le mari, dans le couple, il a une obligation, quand la Mishnah, par exemple, dans Kiddushin, dit « Aïcha Eliktik, la femme s'acquiert ». Mais quand on tourne la page, on voit très bien que ce que le mari acquiert, c'est des obligations. L'obligation de nourrir, l'obligation d'habiller, l'obligation de chérir, de donner l'affection. Donc le mari est certes un dirigeant, mais il n'est pas un propriétaire. Il n'est pas propriétaire de sa femme. Il n'est pas propriétaire de sa femme. Et la femme qui, elle, dans la maison, a un rôle clé, va amener les enfants, là, va être en quelque sorte, d'une certaine manière, l'âme de la maison. D'accord ? Elle est l'intérieur, Baït, elle s'appelle Baït, elle est à l'intérieur de la maison. Elle ne peut pas, au nom de cette occupation de l'espace intérieur, dire « tout est à moi ». Et maintenant, vous vous taisez et vous n'existez pas. Et donc ces processus de culpabilisation à l'œuvre dans les familles sont toujours une perversion de la parentalité ou une perversion des positions dans les couples. Et la même chose, encore une fois, dans les communautés juives, la même chose dans nos milieux religieux, la même chose dans le peuple juif d'une manière générale. D'accord ? Cette idée que finalement, les gens m'appartiennent, c'est une fausse idée. Le roi était roi parce que Hachem lui avait donné cette possibilité. Il devait incarner la royauté d'Hachem. Et tous les rois d'Israël qui n'ont pas incarné la royauté d'Hachem et qui se sont comportés en quelque sorte comme des recréateurs du peuple juif, des redessinateurs, si je puis dire, du peuple juif, étaient des gens qui, d'une certaine manière, étaient coincés dans une position perverse, narcissique, au sens où je nourris d'abord mon ego, je me pose en quelque sorte en étant l'origine de chaque chose ou le recréateur de chaque chose, donc tout le monde doit m'obéir, parce qu'évidemment je dispense du bien autour de moi, j'achète des gens, et puis après, eh bien, je les phagocyte et je recrée en quelque sorte le réel. Mais le roi était d'abord une chaîne, un maillon dans la chaîne de la transmission de la Torah depuis le Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, qui était le premier roi, ne peut pas être propriétaire d'Israël. La première chose qu'il a pensé à faire, c'est, même s'il, à la fin de sa vie, il a fait donc des remontrances à Israël, c'est d'abord d'être un avocat d'Israël. Il y a un homme dans l'histoire, un grand prophète, qui n'a pas été un avocat d'Israël, c'était Eliaou. Et à un moment donné, Kadosh Baruch Hu, il va jusqu'au Har Sinaï, il apparaît devant Kadosh Baruch Hu, et lui dit, ton peuple il a fauté, ils ont tué les prophètes. Et là, deux psukim après, Hachem lui dit, bon écoute, va nommer Elisha prophète. Sous-entendu, je ne t'ai pas nommé prophète pour que tu accuses un Israël. Si tu accuses, ça veut dire que tu penses que tout est à toi. C'est pas à toi, c'est à moi. Et toi, tu dois les défendre. Donc même le dirigeant juif, Eliaou Hanavi, David Ameler, Shlomo Ameler, les grands prophètes du peuple juif, les grands rabbanim, aujourd'hui les grands tzadikim, ils ne sont jamais les propriétaires de rien. Ils sont tout simplement des émetteurs. Ils sont tout simplement des gens qui, au sens premier, au sens second du terme, c'est des émetteurs, c'est des émetteurs. D'accord ? Parce qu'ils ont un amour du peuple juif et parce qu'ils ont un amour d'Hachem, donc ils sont un maillon dans la transmission de la chaîne de l'amour, des émetteurs, des émetteurs. Voilà. C'est ça leur rôle. Et finalement, le premier pas dans la guérison, et je m'adresse ici aux victimes, parce que je ne pense pas que les bourreaux soient capables de changer. En général, ils ne changent pas.
L'expérience nous montre malheureusement qu'il ne change pas et qu'il vaut mieux s'éloigner d'eux et qu'il vaut mieux prendre ses distances. Et parfois c'est complètement inévitable. Et parfois il faut même en arriver à divorcer. Et parfois c'est même une grande mitzvah de divorcer de ce genre d'individus. Parce que ce sont vraiment des gens qui sont très dangereux. Et en tout cas pour les victimes, le premier pas, c'est d'abord reprendre confiance en soi. Non, vous êtes des gens magnifiques, vous êtes des gens très bien, vous avez une grande force en vous. Le jour où Hachem vous a créé, vous a permis de venir au monde, c'est parce qu'il a décidé que le monde ne pouvait pas tourner sans vous. Vous avez un rôle extraordinaire, vous êtes des gens extraordinaires, vous avez des forces enfouies très certainement, que la parentalité narcissique ou que le couple narcissique ou d'autres autorités narcissiques ont peut-être éteintes chez vous, c'est faux, n'écoutez pas ça, vous êtes des gens très bien. Le premier pas, c'est d'abord reprendre confiance en vous-même, c'est d'aller consulter, c'est d'aller voir quelqu'un qui va vous aider à vous reconstruire, à avoir confiance en vous, à comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes et pourquoi vous êtes au monde. Le reste, c'est déjà du travail. Je vous dis à très bientôt, on aura l'occasion d'en reparler.